Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Elle attendait son premier enfant après plus de 10 ans de mariage, mais Mohini Bouben n'a pas survécu à un accident de la route survenu le 24 septembre dernier. Son époux est décédé le même jour. La jeune femme a, elle, quitté ce monde hier soir. Nous rendons hommage ce soir à cette femme courage. Aussi à la une en ce mardi, 5 chauffeurs de taxi seront bientôt placés en isolement. Ils ont véhiculé des passagers depuis l'aéroport de Plaisance alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. L'Ombudsperson for Children tape du poing sur la table. Il est inconcevable et dangereux, selon Rita Venkatasormi, que des enfants des familles squatteuses dorment toujours sous des tentes. Et dans notre carnet de bord de la campagne consacrée aux élections américaines, Jean-Luc Émile nous parlera ce soir de ce deuxième débat de ce mercredi. Les vice-présidents seront face à face. Mike Pence et sa rivale Kamala Harris seront séparés par une paroi en plexiglas, une décision prise après l'annonce que Donald Trump souffrait de la Covid-19. Elle était enceinte de 2 mois et l'ignorait jusqu'au jour où elle se retrouve aux urgences après un accident de la route. Le bébé ainsi que la mère n'ont finalement pas survécu. C'est l'histoire bouleversante de Mohini Bouben. Cette dernière a perdu la vie après 12 jours d'hospitalisation. Son époux Surendra est lui mort sur le coup suite à l'accident survenu à Camp de Masque le 24 septembre dernier. Le couple était à moto lorsque leur véhicule est entré en collision avec une fourgonnette. Mohini Bouben, âgé de 36 ans, attendait son premier enfant. Cela après plus de 10 ans de mariage. Les proches du couple sont inconsolables. Et au fait, mon frère, il fait les ventes de légumes, ça là, juste devant la porte là. Mais ouais. Au fait, c'est madame qui vendait. Il dit, c'est madame parce qu'il tient un garçon invalide. Mais là, il y a un seul collègue qui dit, tu connais bien, parce que pour nous, un peu bon, c'est bien, elle prend libre de travail. Mais c'est ça, l'intention, c'est dans la cité pour nous, il vient, même quand je peux venir. Et nous ne connaissons pas comment ça se passe. Juste nous entendons qu'il m'a offert un accident bien grave. Et à un moment-là, je suis dans l'hôpital Flac avec mon madame, parce que mon madame est une personne qui travaille dans l'hôpital. Alors, je suis là-bas, là, je suis à nouvelle là, mais entre-temps, qui m'a revenu, mais là, mon collègue dit, non, mais ils ont déjà fini prendre les pour amener l'hôpital. Là, je suis là-bas même. Dès qu'ils me rentrent dans casualty, quand je vais rentrer, je suis qu'ils m'ont fait une décédé. Et mon belle-mère, c'est déjà en souffrant, mon belle-sœur, c'est déjà en souffrant, mais je me suis plaigné beaucoup. Le docteur et tout, tu peux occuper bien, mais moi, j'ai un espoir qui m'a c'est une correcte qui pour refaire, mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai un frère qui n'est pas de cas, il quitte mon frère ici. Il m'a carrément quitté mon frère, comme ça, mon frère, tu es pleuré. Il m'a carrément quitté mon frère, il m'a carrément des épaules. Pourtant, mon frère, la France, tu peux faire beaucoup pour mon frère. Il est libre beaucoup même, mais il n'est pas facile pour nous. Vraiment, il n'est pas facile. Là, tout ça, là, il reste comme ça même. Mais j'ai un espoir qu'il m'a baissé pour rester ici, mais ça aussi, une fille perdue. Mais vraiment, il n'est pas facile pour nous. Tu peux content de tu peux être ce madame, parce que c'est ce madame qui tu peux faire un travail là. Et ce madame, tu peux faire un cours, comment dire, pour cuire gâteau. Il a un certificat tout, hein, qui m'a ministre déjà offert, il nous fait un certificat qui cuire gâteau, il fait côté, tu peux mettre ça, tout ça. Mais tu peux débrouiller, mais mon frère, si je peux aider, mais tous les deux, tu débrouilles. Là, pour l'instant, moi, je suis dans un grand conducteur pour comment dire, mon bébé, là, capable de un bébé. Mais finalement, moi, je suis resté à Manicote, un docteur qui nous réussit. Et ça, je peux rester. Mais là, tout le monde, nous ne connaissons pas qui est enceinte, mais nous apprenons ça avec le docteur. 5 chauffeurs de taxi seront bientôt placés en isolement. Ils ont véhiculé des passagers depuis l'aéroport de Plaisance alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. Le National Communication Committee parle d'une entorse au protocole sanitaire. Un tour opérateur a sous-contracté son travail avec ses chauffeurs de taxi. Désormais, il n'a plus l'autorisation de proposer ses services pour le transfert des passagers. Selon le docteur Zuber Doumaï, les autorités retracent actuellement
mutuellement ces personnes. Parallèlement, il y a 8 nouveaux cas positifs à la Covid-19, 6 passagers en provenance de l'Inde, un arrivé de France et un marin d'origine nigériane qui a été testé positif en mer. Il travaillait sur le Stanford Hawk pour l'exercice de remorquage du MV Wakashio, ce qui porte à 28 le nombre de cas actifs à Maurice. Aujourd'hui, nous finissons enregistrer, dans une bonne quarantaine toujours, nous finissons enregistrer 8 nouveaux cas. 8 nouveaux cas avec ces 8 nouveaux cas-là, il y a une personne qui sort de la France, ce test positif là, au 7e jour, 6 personnes passagers qui sont dans l'Aisne, donc le deuxième test positif. On rappelle les autres qui, dans le premier test qui nous fait avant une personne qui sont dans l'Aisne, une personne qui vient pour travail, il y en a 11 positifs, et là au 7e jour, il y en a 6 de plus qui sont positifs. Et donc ça fait 7, et un 8e cas qui nous fait gagner, c'est une personne qui a un bateau qui peut travailler dans le cadre d'une manœuvre concernant le Wakashio, un bateau, un tugboat qui s'appelle Stanford Buzzard. Et ça marin-là, il y a un marin d'origine nigérienne qui nous fait trouver positif. Donc, nous pouvons évacuer lui en ce moment même depuis le navire pour amener à terre et hospitaliser à l'hôpital INT. Donc, en fait, hier, le ministère du Tourisme finit appel à une réunion avec le tour opérateur concerné et effectivement, finit observer qui finit une entorse, une breach dans le protocole. Et cette autorisation pour faire le convoyage, pour convoyer les passagers de l'aéroport à l'hôtel, cette autorisation pour faire cette activité-là finit suspendre avec effet immédiat. Dans le même contexte, donc, le ministère de la Santé, dans le processus d'identifier ça, 5 chauffeurs taxis qui participent dans le convoyage, justement pour qui nous sommes capables de faire une évaluation de l'état de santé, tester eux et mettre eux en isolation. Parce que, vu qu'ils n'ont pas d'informations, nous ne connaissons pas qui précautions ils prennent ou ne pas prendre et dans quelle mesure ils sont capables d'exposer eux-mêmes, donc nous pouvons isoler ces personnes-là. L'Ombudsperson for Children tape du poing sur la table. Il est inconcevable et dangereux, selon Rita Venkata Sormi, que des enfants des familles squatteuses dorment toujours sous des tentes. Elle plaide ainsi pour des maisons relais pour prendre en charge les familles squatteuses avec leurs enfants. C'est une des recommandations préconisées dans son rapport annuel. Elle dit avoir mené une enquête auprès des familles squatteuses de Pointe-aux-Sables et de Riambel. 17 genuine cases ont été identifiés. Au total, 27 enfants âgés entre 10 mois et 16 ans sont concernés. Si une solution n'est pas trouvée, la Child Development Unit devra prendre en charge ces enfants, a insisté l'Ombudsperson for Children. Alors nous, ce qui nous peut proposer, c'est la maison de relais. Nous gagnons la chance de travailler avec beaucoup ONG. Nous dire qu'une maison de relais, c'est une solution capable entre-temps, parce qu'il n'est pas correct que les enfants restent dans un camp le soir. Une maison de relais. Cette maison de relais-là, il permet aux enfants-là pas continuer à rester dans le camp, dans le squatter camp, pour nous dire. Et ça, solution qui nous peut proposer, là, dis-moi, les autres nous trouvent avant nous. Mais c'est moi, nous disons, organise-nous en stère pour que ça arrive. Housing, le logement, il concerne l'État, oui, mais il ne concerne que l'État. C'est un problème délicat que tout un chacun, tout le monde qui l'a, nous amène sa contribution pour résoudre ce problème-là. Parce qu'il m'aurait dit, nos bureaux nous trouver qui restent dans le squatter camp, les dangereux pour les enfants. Sur l'éducation, sur le loisir, sur la relation avec ses parents, les dangereux. Et si ça continue, Madame Touramet, obligée de tirer les enfants.
Et nous pouvons dire, on sent toute solution. Parce qu'il est dangereux. Parce que dans le squatter camp, quand nous faisons l'enquête, nous trouvons un conflit entre adultes. Nous trouvons une difficulté pour les enfants-là apprendre à l'école. Pas besoin de tracas. Nous pouvons juste dire les choses telles qu'elles sont, avec les autres filières, on peut paraître inquiet. Mais moi, le dire qu'un squatter camp, ce n'est pas une place que des enfants capables de rester. Je vous retrouve après la pub. Afin d'assurer la réussite des élèves, le ministère de l'Éducation sera en contact permanent avec les établissements scolaires du primaire, affirmation de la ministre Lila Deviduken-Lechumen ce matin. Elle participait à une session de motivation à l'intention des headmasters des écoles primaires du pays, Flic-en-Flac. Plus de 271 headmasters sont concernés. Face aux défis engendrés par la Covid-19, la ministre a lancé un appel aux maîtres d'école à démontrer leur sens de leadership. Le rôle de l'école, c'est quoi? C'est de permettre à ce que les enfants réussissent. Alors là, ce que nous sommes en train de faire, nous avons déjà commencé notre réforme il y a quelques années. Nous sommes en train de suivre l'implémentation et nous avons vu quel est le parcours que nous avons fait. Vous allez voir tout à l'heure, il y aura un clip, on va démontrer tout ce que nous avons introduit dans les écoles. Là, ce qu'on fait, c'est que on veut s'assurer que chaque enfant qui vient à l'école réussisse. Et comment on va le faire? On va identifier les élèves qui ont des difficultés. Les écoles vont travailler avec le ministère et on va suivre ces élèves-là afin de les soutenir le maximum possible, pour leur donner tous les moyens possibles pour que ces élèves-là réussissent à la fin de leur scolarité au primaire. La réforme parlait de plusieurs choses, 6 piliers. On avait parlé de la réforme, la revue du curriculum, on avait parlé de la formation, Continuous Professional Development, que nous sommes en train de faire. On avait parlé de l'environnement scolaire qui devait être revu. On avait parlé aussi d'accountability. Alors, accountability, comment? C'est de s'assurer que we deliver. Il faut s'assurer que quand les élèves arrivent à l'école, on leur donne tous les moyens possibles pour réussir. Et là, les écoles et le ministère sera en contact permanent pour suivre les élèves, pour voir comment les aider à mieux faire, comment les aider, si jamais ils ont des difficultés, comment les soutenir. Nous avons déjà dans les écoles les Early Support Teachers. Nous allons venir aussi avec ce qu'on appelle le Fortified Learning Environment, c'est donner l'environnement requis, donner tous les moyens requis aux élèves pour qu'ils puissent réussir. Anuj Ramseren sort enfin de son mutisme. Le directeur par intérim de la MBC a été entendu ce matin dans le cadre de l'enquête sur l'agression de Chiampessan. Les auditions menées par Sandrine Valère, chef de cabinet au ministère des TIC, ont démarré la semaine dernière. Le réalisateur de la MBC Chiampessan s'est déjà expliqué. Il a porté plainte à la police et au ministère du Travail dans le cadre de cette même affaire. Aujourd'hui, c'est au tour du directeur général par intérim qui est actuellement en congé de donner sa version des faits. Il devra surtout expliquer les circonstances qui ont entraîné les incidents de 2018. Dans une vidéo en circulation, on le voit lancer violemment un téléphone portable et bousculer Chiampessan. Monsieur Anuj Ramseren, vous finissez convoqué pour un comité. Qui ne passe aujourd'hui? Il n'y a pas de commentaire. Merci. Bon, beaucoup de choses, bien sûr. Bon, ce qui est essentiel, c'est que oui, c'est la première convocation qui M. Ramseren qui est venu aujourd'hui, bien sûr, une surveillation. Et aussi, il y a beaucoup de preuves que M. Ramseren qui fournit à ce qu'on appelle le comité of inquiry. Il vient montrer la surveillation des faits. Et bien sûr, il vient aussi exprimer par rapport à M. Chiampessan. Mais je pense qu'il y a des droits affaires qui nous imposent nous-mêmes. En premier lieu,
Qui s'en a, c'est Polismo qui s'en a, et la relation entre Polismo et chaque personne. Je pense comment on peut faire une petite enquête, je pense qu'on peut finir établir tout, pour finir connaître où est ma test. Encore, fois qu'ils ont besoin venir ici. Pour le moment, nous n'avons aucune convocation, nous attendons nous guetter. Quand même, depuis la diffusion de Samantha Massa, je peux une petite explication de ou pas. Qui finit de passer quand Samantha Massa finit de sortir? Qui est arrivé au fait? Au moins, on va dire nous ça. Rien sur ça. Merci. Merci. Allez, bye bye. Donald Trump est retourné spectaculairement à la Maison-Blanche hier à l'heure des journaux d'information télévisée. Après être sorti de l'hôpital militaire Walter Reed où il avait passé un peu plus de 3 jours, il a brièvement posé le pouce dressé, puis le poing brandi. Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Un retour à la Maison-Blanche qui fait polémique. Il a brandi une nouvelle fois ses pouces dressés avant de retirer son masque. Comme par défi, il est resté ainsi quelques secondes avant de disparaître à l'intérieur de la demeure, sans un mot pour les journalistes présents. Le président des États-Unis, impatient de donner l'image d'un candidat mobilisé par sa campagne à 29 jours du scrutin. Me sent vraiment bien, mieux qu'il y a 20 ans, a annoncé plus tôt le président annonçant sa sortie de l'hôpital. Il en a aussi profité pour tenter de se présenter comme revigoré par cette épreuve et pour défendre une fois de plus sa gestion de la pandémie critiquée de toutes parts. N'ayez pas peur du Covid, ne vous laissez pas dominer. Il a martelé tout cela en sortant. Sortez de chez vous, mais soyez prudents. Une déclaration qui fait désormais polémique. L'équipe médicale, prudemment optimiste, ne serait pas totalement soulagée avant une semaine si la santé du président ne s'aggrave pas à nouveau d'ici là. De nombreux experts s'interrogeaient ces dernières heures sur une sortie hâtive de l'hôpital, mais il ne s'agit nullement d'un retour à la normale puisque Donald Trump restera encore pour un temps confiné à la présidence, équipé pour qu'il continue à être soigné. Il va donc encore être privé de déplacement dans les États clés pour tenter de refaire son retard dans les sondages face au démocrate Joe Biden, mais la Maison-Blanche ressemble de plus en plus à un foyer virulent de coronavirus. Et décidément, cette campagne de 2020 sera marquée par le coronavirus. Kamala Harris et Mike Pence seront placés à près de 4 mètres l'un de l'autre et séparés par une paroi en plexiglas lors de leur débat demain aux petites heures du matin. C'est pour plus de précaution que la commission indépendante qui organise le débat a décidé d'installer du plexiglas entre les deux rivaux. Mike Pence, 61 ans, a été testé négatif au nouveau coronavirus, mais l'inquiétude demeure après l'annonce vendredi que le président était positif. 3 jours avant, Donald Trump avait participé à son premier débat contre Joe Biden à bonne distance, mais dans un espace clos. Dans la salle, des proches du milliardaire républicain avaient ôté leur masque en s'asseyant pour assister aux 90 minutes de joute verbale. Mike Pence n'avait pas assisté à ce débat à Cleveland dans l'Ohio. Le vice-président américain était en revanche à la Maison-Blanche le 26 septembre pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Plusieurs participants, dont Donald Trump et Melania Trump, ont depuis été testés positifs. Testé négatif, Kamala Harris, 55 ans, retrouvera Mike Pence à Salt Lake City dans l'Utah. Ce débat entre candidats à la vice-présidence prend une envergure exceptionnelle compte tenu du diagnostic du président Donald Trump, mais aussi de l'âge des deux candidats à la présidentielle, 74 ans et 77 ans pour Joe Biden. En cas d'incapacité ou de décès du président des États-Unis, le pouvoir passe au vice-président. Mais que dit la loi? Comment cela se passe? Et si Donald Trump ne peut participer au prochain débat, que se passera-t-il? Nous avons interrogé Joël Goldstein, professeur émérite de droit à la faculté de droit de l'Université Saint-Louis. Il est spécialiste dans le domaine. Il est beaucoup sollicité ces derniers jours par les médias internationaux pour fournir des commentaires et des idées pendant les campagnes présidentielles. Presidents like the rest of us get sick and may not be able to give a speech or take an overseas trip. And that doesn't necessarily mean that they're unable to discharge the powers and duties of the office. Ultimately, it becomes a decision that has to be assessed then politically. If people believe that the president is making a decision improperly, the remedy
in our democracy is through democratic means, through public disagreement and expression under First Amendment and otherwise. In terms of whose responsibility it is, I mean, I think that's part of the function in any administration of a free press, to be asking questions. It's part of the responsibility of Congress to be exercising a check and balance on the executive, to be raising issues under any administration where you have a situation. In the event that the president and vice president die, resign, or removed, or are disabled, that the next in line of succession is the Speaker of the House of Representatives and then the President pro tempore of the Senate. And then after that, it runs through the cabinet based on the seniority of the cabinet position, so that the Secretary of State would be first, then Secretary of Treasury, then Secretary of Defense. Nous allons bien sûr y revenir dans notre page demain sur ce débat de la vice-présidence. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.